Parce que ça va. Bien. Mes chers collègues, nous accueillons ce matin notre collègue Patrick Chaize ainsi que le député Joël Bruno qui nous font l'honneur de venir nous présenter le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques adopté le 27 novembre dernier, consacré aux impacts technologiques de l'évolution du mix énergétique et à ses conséquences sur notre outil industriel comme sur nos réseaux. Je veux d'abord les remercier très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Ces échanges entre commissions avec l'OPEX sont toujours précieux. Ils nourrissent l'expertise de notre commission et renforcent le dialogue entre les différentes instances du Parlement sur des sujets qui sont au cœur de nos travaux. Nous le savons bien ici, l'évolution du mix énergétique français porté par la lutte contre le changement climatique constitue l'un des grands bouleversements de ce début de siècle. La montée en puissance des énergies renouvelables, la relance assumée d'une stratégie nucléaire, l'électrification croissante des usages et la numérisation des systèmes énergétiques transforment en profondeur nos infrastructures. Au-delà, c'est l'ensemble de notre économie qui est concernée, la compétitivité des entreprises, la sécurité d'approvisionnement et la continuité des services essentiels. Votre rapport d'information montre clairement que la France dispose d'outils et d'atouts solides hérités de son histoire énergétique, de la structuration de ses réseaux et de la place du nucléaire. Mais vous soulignez aussi avec beaucoup de lucidité plusieurs points de vigilance majeurs et formulez 9 recommandations pour sécuriser cette transition. Certaines d'entre elles font particulièrement écho aux préoccupations de notre commission. Je pense notamment à la priorité donnée à l'électrification des usages, sur laquelle insiste chaque année notre collègue Fabien Genet, en tant que rapporteur budgétaire pour avis sur les crédits de la transition énergétique. Je pense aussi à votre proposition d'instaurer un débat annuel au Parlement sur la politique énergétique qui rejoint pleinement notre volonté. Volonté souvent exprimée ici de mieux associer les représentations nationales à ces choix structurants pour l'avenir du pays. Je vous laisse maintenant la parole pour nous présenter les grandes lignes de ce rapport avant d'ouvrir l'échange avec l'ensemble de nos collègues commissaires. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Voilà. Merci, monsieur le président. Chers collègues, je suis très heureux de me retrouver dans cette commission dans laquelle j'ai passé quelques années. Donc nous sommes effectivement très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui nos conclusions des travaux engagés au mois de juin 2025 sur les impacts technologiques de l'évolution du mix énergétique. Je salue évidemment mon collègue Joël Bruno qui est à mes côtés. Conformément à la saisine de la présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, nous avons centré nos investigations sur les problématiques des réseaux ainsi que sur les conséquences touchant à notre outil industriel. Nous avons suivi la démarche habituelle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui consiste à entendre un panel aussi large que possible d'acteurs du domaine. Plutôt que de résumer notre rapport, que vous avez probablement déjà parcouru, voire même exploré, nous avons choisi avec Joël Bruno de vous présenter un aperçu de nos recommandations qui sont au nombre de 9. Je vais donc lui donner immédiatement la parole pour quelques mots d'introduction. Merci Patrick. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens à mon tour évidemment à vous remercier non seulement de l'accueil que vous nous offrez ce matin, mais aussi de l'occasion qui nous est donnée avec Patrick de vous présenter les résultats de ce travail effectué effectivement au sein de l'OPEX. Alors je crois qu'en préalable, et d'ailleurs vous l'avez dit dans votre introduction, Monsieur le Président, il faut tout d'abord revenir sur la situation de notre système énergétique. Puisque, comme vous le savez, la demande d'électricité dans notre pays ne progresse pas autant qu'il était anticipé. Ces scénarios qui étaient plus optimistes que la réalité ont guidé en fait la politique énergétique et en particulier ce qu'on appelle communément la PPE3, donc la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors en résumé, notre consommation d'électricité, elle est aujourd'hui d'un peu moins de 450 TWh, donc ça c'est le chiffre de 2024, et elle est revenue à son niveau d'il y a 20 ans. Le bilan prévisionnel de RTE qui a été présenté, donc parce qu'une actualisation était nécessaire, donc qui a été présenté en décembre dernier, a confirmé cette stagnation avec une prévision de demande d'électricité comprise entre 505 et 580 TWh en 2035. Et prochainement, RTE révisera donc probablement à la baisse ses prévisions de consommation à l'horizon 2050.
Alors cette situation, elle est évidemment problématique, puisque la lutte contre le changement climatique, autant que la nécessité d'être moins dépendant aux importations d'hydrocarbures et aux coûts qu'elles entraînent, suppose évidemment d'électrifier rapidement nos usages, donc d'augmenter notre consommation d'électricité. Paradoxalement, au moment où cette consommation stagne, eh bien, notre production, elle augmente fortement. Puisque nous avons un parc électronucléaire qui, après l'opération Grand Carénage, etc., a retrouvé sa capacité de production, puisqu'il a généré en 2025 entre 365 et 375 TWh. Vous voyez, 375 TWh à rapprocher de la consommation qui est de 450. Un niveau jamais atteint, lui, depuis 2019. Mais toujours tout de même un peu en deçà des 430 TWh qui était le record de 2005. En parallèle, les énergies renouvelables connaissent également une croissance très rapide, et tout particulièrement le parc solaire photovoltaïque qui augmente au rythme d'environ 5 gigawatts chaque année, c'est-à-dire 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. C'est-à-dire que chaque année, on installe l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires en photovoltaïque. Alors, on pourrait évidemment se réjouir de cette abondance qui nous permet d'ailleurs de réaliser des exportations d'électricité, puisqu'en 2024, nous avons vendu 89 TWh, notamment vers l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Malheureusement, et ça rejoint évidemment complètement le cœur de notre rapport qui est l'impact technologique, c'est que tout ça, si cela devait perdurer, entraîne des conséquences délétères à la fois pour nos finances, mais aussi pour notre système énergétique et nos réseaux. Alors d'abord, la surproduction d'électricité, en particulier en journée, au moment où le parc photovoltaïque produit à plein, eh bien, provoque la bien connue courbe du canard. Les spécialistes appellent ça la duck curve, qui conduit à des périodes de plus en plus prolongées de prix négatifs, qui sont coûteuses pour nos finances, puisque les anciens contrats étaient avec un prix garanti par l'État. Et donc les producteurs reçoivent évidemment ce qui est normal par rapport à l'engagement qui avait été pris. Et puis d'autre part, cette surproduction impose à notre parc nucléaire une flexibilité de plus en plus marquée afin de garantir l'équilibre de nos réseaux entre donc demande et production d'électricité. Or, nos réacteurs nucléaires ont été conçus pour moduler leur production, mais jusqu'à un certain stade, et sans doute pas autant, enfin là je m'avance peut-être un peu, mais l'un des risques c'est qu'on les fasse moduler trop si on veut en garantir la pérennité maximale. Alors, parce que l'intensification de ces variations pourrait conduire effectivement à des problèmes techniques, par exemple un vieillissement prématuré de certains composants. D'ailleurs, le président directeur général d'EDF avait annoncé en fin d'année qu'une étude sur ce sujet devrait être finalisée pour la mi-décembre. Nous sommes fin janvier, nous n'avons pas encore les résultats de cette étude, qui reste à ce jour a priori confidentielle, mais nous demandons à avoir accès à ce rapport avec mon collègue Patrick Chaize. Alors nous allons signer un courrier commun au ministre de l'économie en ce sens, parce qu'il nous paraît important d'avoir effectivement l'éclairage sur tous les éléments techniques qui sont liés à cette modulation en quelque sorte obligatoire de notre parc nucléaire. Alors nos premières recommandations ont justement pour objectif de trouver des remèdes efficaces à cette situation de sous-consommation d'électricité, en quelque sorte, qui n'est évidemment ni la faute des énergies renouvelables, ni la faute de l'énergie nucléaire, mais la conséquence directe de l'insuffisance, encore une fois, du rythme d'électrification de notre économie, à la fois pour des bonnes raisons, la sobriété de nos équipements, mais aussi de moins bonnes, le retard pris par un certain nombre d'industries en termes d'électrification, notamment, ainsi que une certaine sobriété depuis l'augmentation des prix. En tous les cas, c'est aujourd'hui la première de nos priorités, c'est relancer un vrai plan d'électrification du pays. Donc je vais maintenant laisser la parole à Patrick, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce rapport, qui va nous présenter les différentes recommandations. Merci Joël. Alors l'introduction de Joël Bruno résume parfaitement notre constat sur la situation actuelle. Notre première recommandation en découle directement. Nous considérons que le gouvernement doit orienter prioritairement la politique énergétique vers l'électrification de la demande, pour les raisons exposées à l'instant. Alors que la consommation finale d'électricité stagne, l'offre devient excédentaire du fait des investissements déjà engagés dans les moyens de production bas carbone. Sans un développement suffisamment rapide de l'électrification des usages, il existe un réel risque que les nouveaux outils actifs de production soient sous-utilisés, voire échoués.
Concrètement, le parc nucléaire ne pourra pas descendre en dessous d'un niveau de production que le haut-commissaire de l'énergie atomique, Vincent Berger, estime à environ à 20%. La note qu'il nous a communiquée à ce sujet est d'ailleurs annexée à notre rapport. Arrêter des réacteurs nucléaires est très pénalisant et ne permet pas de répondre à un regain brutal de demandes non satisfaites, tels qu'ils sont produits chaque jour à la tombée de la nuit. Une fois ce niveau de 20% atteint, il deviendra indispensable d'interrompre la production d'une partie du parc photovoltaïque, ce pendant des périodes de plus en plus longues. À cet égard, nous saluons l'initiative prise par la Commission de régulation de l'énergie pour améliorer la flexibilité de la demande. En effet, depuis début novembre 2025, 2 ou 3 heures creuses sont déplacées en journée pour favoriser la consommation dans la période de plus forte production du parc photovoltaïque. Notre deuxième recommandation va aussi dans le sens de la flexibilité. Nous pensons que le gouvernement et la CRE doivent étudier les mécanismes de marché permettant la montée en puissance des capacités de stockage nécessaires à l'équilibre du système électrique. En priorité, les projets de stations de transfert d'énergie par pompage, ou STEP, essentiels pour renforcer la flexibilité du système électrique, doivent être relancés à la suite du récent accord avec la Commission européenne sur le régime des concessions hydroélectriques. Les STEP présentent en effet des atouts décisifs en termes de puissance, de capacité de stockage et d'impact écologique, d'autant que leur durée de vie peut aller bien au-delà de 50 ans. Les systèmes de stockage par batterie stationnaire ont évidemment aussi un rôle très important à jouer au cœur du réseau électrique, d'autant que les coûts des batteries lithium-ion ont chuté de plus de 80% en 10 ans. Aujourd'hui, la France a de réels atouts pour développer une offre dans ce domaine, en particulier avec la technologie du sodium-ion, promue par la jeune pousse Tiamat, dont le projet d'usine dans les Hauts-de-France est soutenu par RTE. Notre troisième recommandation est que RTE, sur un plan technique, la CRE et le gouvernement, dans le cadre plus global de la politique énergétique, étudie la possibilité de faire contribuer les producteurs d'électricité non pilotables à l'équilibrage du réseau via la flexibilité, le stockage ou l'effacement. Une mesure similaire commence à être mise en œuvre outre-Rhin, non au détriment des producteurs, mais au contraire à leur bénéfice. Une dégradation du fonctionnement du réseau électrique n'est évidemment dans l'intérêt de personne et une telle mesure devrait bien entendu être équitable et prévoir de justes compensations. Notre quatrième recommandation porte sur les enseignements à tirer du blackout survenu au mois d'avril 2025 dans la péninsule ibérique. Depuis la publication en juin dernier de la note scientifique de nos collègues Jean-Luc Fugit et Daniel Salmon sur l'adaptation des réseaux électriques, l'ENSOI, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, a produit un rapport provisoire non conclusif. Son rapport définitif est attendu au premier trimestre de cette année, presque un an après les événements. Une fois publié, nous invitons RTE et le gouvernement à tirer tous les enseignements de ce blackout et à en tenir compte dans la définition de la stratégie du gestionnaire de réseau et dans celle de la politique énergétique nationale. Je vais à présent redonner la parole à Joël Bruno pour présenter la suite de nos recommandations. Merci Patrick. Donc après la présentation par Patrick de ces 4 premières recommandations destinées à résoudre ce déséquilibre actuel entre consommation et production d'électricité, donc j'en viens à 2 recommandations qui, elles, concernent directement le sujet central de la décarbonation de nos industries. Vous le savez, depuis les années 80, nous avons connu une désindustrialisation profonde. Mais même si le poids de l'industrie a diminué, l'industrie représente tout de même encore une part majeure de nos besoins énergétiques, environ 20% de la consommation finale d'énergie, mais aussi 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable, évidemment, que le secteur industriel s'engage pleinement dans la décarbonation, comme le prévoit la stratégie nationale bas carbone. Alors, certaines filières ont déjà largement électrifié leurs procédés, comme en particulier, bien sûr, les industries électro-intensives, comme l'aluminium produit par électrolyse. Ces entreprises fortement exposées à la concurrence internationale dépendent de façon critique, bien sûr, du prix de l'électricité. Mais d'autres filières restent encore très dépendantes des combustibles fossiles.
Alors l'exemple de ce point de vue des fours verriers est particulièrement parlant, puisque pour fondre le sable siliceux, ces fours doivent atteindre des températures de l'ordre de 1500 degrés. Et donc ces fours sont conçus pour fonctionner en continu pendant 15 ans. On apprend plein de choses quand on fait un rapport, sans possibilité de modification, en fait, les choses une fois le four mis en route. Donc leur durée de vie impose donc des cycles de renouvellement longs qui conditionnent tout changement technologique et aussi bien sûr une visibilité puisque ces investissements ne sont pas directement productifs pour l'entreprise qui les porte. Alors aujourd'hui, ces procédés reposent principalement sur le gaz naturel. Alors certes, le biogaz peut constituer une solution transitoire, mais nous n'en produisons pas en volume suffisant. Et donc, les industriels du verre s'orientent vers une électrification partielle ou totale des fours. Les premiers projets émergent, mais outre les contraintes techniques, les durées incompressibles de renouvellement et le retour d'expérience nécessaire limitent un déploiement rapide. Et ce constat, l'illustration des fours verriers est assez parlant en ce sens qu'il vaut aussi ce constat pour de nombreuses industries qui doivent effectivement abandonner les énergies fossiles, mais le passage au tout électrique implique souvent des technologies encore immatures. L'industrialisation des prototypes est complexe, les cycles de vie des machines sont longs et les investissements sont lourds, ce qui pèse évidemment sur la compétitivité de ces entreprises. Donc ces entreprises, en contrepartie, ont besoin d'une garantie forte, celle d'un approvisionnement électrique abondant, stable et compétitif en termes de prix, et ce sur le long terme. Puisque si on prend l'exemple des fours verriers, c'est 15 à 20 ans d'amortissement. Donc c'est le sens de notre 5e recommandation, créer les conditions permettant à l'industrie française de se décarboner sans perdre en compétitivité. Cela suppose un cadre contractuel durable entre l'État, EDF et les filières industrielles, ainsi qu'un soutien public, ne nous le cachons pas, un soutien public aux technologies bas carbone. Pour les besoins de chaleur industrielle, autour de 600 à 800 degrés, l'électrification reste difficile. C'est pourquoi la technologie des petits réacteurs modulaires, les Small Modular Reactors, SMR, ou AMR, Advanced Modular Reactors, pourrait devenir une source de chaleur décarbonée adaptée grâce à leur implantation décentralisée et à leur flexibilité. Alors les projets en cours pour autant restent incertains, mais leur potentiel est réel. Donc notre 6e recommandation propose d'intégrer ce potentiel dans la programmation énergétique, d'identifier les projets les plus prometteurs et de faciliter leur développement, notamment par un soutien du commissariat à l'énergie atomique. La recommandation suivante touche aussi à l'industrie puisqu'elle concerne la maîtrise au niveau national ou sinon européen des approvisionnements critiques pour le système énergétique, que ce soit en équipement ou en matières premières, comme pour les métaux stratégiques. En effet, la transition énergétique, c'est un point dont on parle trop peu à notre avis, accroît notre dépendance à des équipements technologiques, par exemple aux onduleurs, mais qui sont d'origine chinoise, ou à des ressources sensibles, par exemple les terres rares, elles aussi souvent chinoises, alors que par exemple nous avions l'usine Solvay à La Rochelle qui est longtemps restée le premier producteur mondial de terres rares. Renforcer l'autonomie industrielle nationale ou européenne sur ces maillons critiques, y compris pour l'accès aux matières premières, est indispensable pour protéger le système énergétique des tensions géopolitiques, des ruptures de chaînes d'approvisionnement et des hausses de coûts. Eh bien, je rends maintenant la parole à Patrick pour les 2 dernières recommandations. Merci Joël. Donc nos 2 dernières recommandations concernent directement le pilotage de notre politique énergétique. Je vais y arriver. La première porte sur la visibilité indispensable sur l'évolution de notre parc nucléaire actuel, qui va devenir de plus en plus critique avec le vieillissement de nos centrales. Nous pensons qu'EDF et le gouvernement doivent faire l'effort de présenter une stratégie d'exploitation et de prolongation du parc fondée sur une durée de vie des centrales structurées par tranche de 20 ans. En effet, l'échéance de 10 ans, qui est celle des réexamens décennaux de sûreté menés par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, est insuffisante pour optimiser les investissements à répartir entre la prolongation du parc actuel et la mise en place d'autres moyens de production décarbonés. Et au final, pour assurer une stabilité de production compatible avec les objectifs climatiques et industriels de la France. L'énergie est le domaine du temps long et les évolutions majeures nécessitent en général un demi-siècle plutôt que 10 ans. Notre dernière recommandation rejoint une préoccupation commune à beaucoup de responsables politiques, le suivi de la politique énergétique. Comme je viens de le rappeler, cette politique porte sur le temps long, avec des projets tels que l'éolien en mer ou le renouvellement de parcs nucléaires.
mais elle fait aussi face à la rapidité des évolutions géopolitiques et technologiques qui imposent une réévaluation plus régulière des trajectoires énergétiques et de décarbonation. Nous estimons qu'un rendez-vous parlementaire annuel est la seule façon de garantir un réel contrôle démocratique de ce sujet stratégique et une meilleure cohérence des politiques menées. Après cette présentation que nous avons voulu courte, j'espère qu'on a au moins réussi ça, nous sommes prêts, bien sûr, à répondre à vos questions. Et je vous remercie. Bien, merci. Non, Jean-Pierre... Oui. Non, c'est sûr. Je vais donner... Où il est Jean-Pierre Corbizet? Bon. Eh bien, je vais donner la parole à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Je salue le travail des auteurs, n'est-ce pas, notre collègue, sur le sujet. Je voudrais poser une question sur le régime des concessions hydroélectriques. Vous en avez parlé, mais je voudrais y revenir. J'ai rappelé que le 1er octobre dernier, la Commission des affaires économiques a adopté les conclusions de sa mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques, qui se veut complémentaire de la mission d'information conduite par les députés Battistel, notamment, Bollot, etc., à laquelle nous avons participé sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques. Le rapport du Sénat identifie le changement des régimes des concessions vers les autorisations, sous quelques réserves, notamment par rapport à ce qu'il y ait un retour financier vers les collectivités territoriales de ce changement de régime, comme la solution la plus prometteuse pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. Le Sénat, je rappelle, avait proposé l'expérimentation d'un tel passage à l'article 21 de la proposition de loi dite Grémillet, déposée le 26 avril 2024, puis adoptée en deuxième lecture au Sénat le 8 juillet 2025. La mission sénatoriale propose qu'à l'occasion de son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte soit amendé par les députés pour réintroduire les propositions du rapport. Le 13 janvier dernier, les députés Battistel et Bollot ont déposé une proposition de loi visant à traduire cet accord de principe dans le droit français, vous l'avez rappelé. Le texte sera examiné en séance à l'Assemblée nationale le 3 février prochain. La proposition de loi Grémillet offrait une opportunité concrète d'intégrer les mesures nécessaires pour sécuriser le régime des concessions hydroélectriques. Pourtant, aujourd'hui, nous nous trouvons face à un nouveau texte. Ma question est simple. Ne craignez-vous pas que cette succession de procédures législatives ne retarde inutilement la mise en œuvre de solutions déjà largement débattues et validées? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sont des rapports importants. Merci aux rapporteurs parce qu'on voit bien qu'on est aujourd'hui avec un système électrique qui perd en cohérence avec des problèmes structurels très importants. Le découplage entre les besoins et l'offre dans le temps et dans la durée. Moi, je voulais vous interroger pour savoir si vous avez intégré dans cette analyse un peu qui tente à recréer de la cohérence d'ensemble, ce qui est en train de se passer en Espagne, où en 7 ans, l'Espagne avait une des électricités les plus chères d'Europe, très adossée aux fossiles. 7 ans après, elle est un tiers moins chère qu'en France, et adossée évidemment au photovoltaïque, qui est extrêmement moins cher que tout le reste. Et donc, il est probable que, comme on est sur un marché intégré européen, que cette électricité peu chère va aussi arriver, puisqu'ils continuent de développer, et alors qu'aujourd'hui, ils couvrent de plus en plus leurs propres besoins, cette électricité va donc arriver de manière concurrentielle sur le marché français. Donc, est-ce que cet élément qui va devenir assez structurant demain, et avec une électricité vraiment très très peu cher, entre 30 et 40 euros le mégawattheure, vous l'intégrez dans l'évolution probable du marché français électrique et sa cohérence d'ensemble. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Hervé. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre exposé qui remet en perspective un certain nombre de sujets et certains enjeux absolument fondamentaux. Je voudrais aborder un sujet concernant la décentralisation et les clés de lecture nécessaires qu'une région devrait avoir aujourd'hui sur les besoins énergétiques, voire même sur le pilotage énergétique.
En d'autres termes, on place la région en termes d'outils de planification territoriale à un niveau quand même particulièrement important. Il y a aujourd'hui des documents de planification régionaux. Les régions sont quand même chefs de file sur les filières économiques et donc devraient avoir aussi un niveau d'analyse en termes de besoins et de quelle manière les réseaux sont effectivement équilibrés à l'échelle régionale et de quelle manière elle peut répondre aussi à un certain nombre de sollicitations pour pouvoir les accompagner de manière intelligente, notamment avec RTE et les réseaux de distribution. Et j'ai le sentiment qu'à cette échelle-là, les régions ne sont pas suffisamment associées et qu'on a une vision effectivement nationale, assez verticale, mais qu'on a du mal à croiser avec des logiques territoriales de planification. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur le sujet. Merci. Chers collègues, est-ce que vous avez d'autres interventions ou interrogations? Oui, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur. Je souhaitais simplement avoir quelques éclairages, savoir si vous aviez pris en compte l'enjeu des énergies marines renouvelables. Alors, ce sont des énergies renouvelables spécifiques, mais qui ont une importance toute particulière. Ça permet de faire écho aussi à la question de notre collègue Hervé Gillet, parce que cela suscite évidemment des débats, mais en tant que tel, c'est aussi une filière industrielle, donc qui avait cette double approche s'agissant des EMR. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Eh bien, je n'en vois pas. Je vais donner la parole à nos collègues. Qui commence? Oui, sur le premier point, effectivement, cette proposition de loi sur l'hydroélectricité donc, va arriver en séance. Elle est d'ailleurs examinée en commission, je crois, aujourd'hui même. Donc, effectivement, on peut regretter qu'on n'ait pas cette vision globale, mais bon, la dernière fois qu'on a eu un débat sur le sujet de la PPE3 à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'on soit arrivé à une conclusion, comment dire, à la fois apaisée et puis un peu dénué en tous les cas d'arrière-pensée. Donc par conséquent, je subodore que le gouvernement ne va pas tout de suite soumettre à l'Assemblée nationale une nouvelle version de la PPE3 et qu'on s'achemine tout droit. Enfin, je dis ça avec précaution, mais je pense qu'on s'achemine tout droit vers la publication d'un décret. Bon, alors on verra ce qu'il en sera, mais je doute en tout cas qu'il y ait un nouveau débat sur la question, ce qu'on peut regretter. Ce qui d'ailleurs me ramène à dire que nous mettons bien dans le rapport, plutôt qu'avoir effectivement ponctuellement à débattre de ces sujets-là, une fois tous les X années, sur des prévisions pluriannuelles, il nous paraît assez simple avec Patrick que chaque année, on regarde les choses telles qu'elles sont, de manière justement un peu à dépassionner le débat entre les tout nucléaires et les tout énergies renouvelables, enfin qu'on sorte enfin nous sommes tous les deux complètement d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un débat assez stérile et qu'effectivement il faut trouver la meilleure combinaison en fonction d'une règle de base qui s'impose dans tous les domaines, c'est que certes l'offre crée la demande, mais ça marche pas tout à fait comme ça en matière d'électricité, parce qu'il y a des sujets effectivement d'équilibre du réseau. Et en parlant d'équilibre du réseau, ce qui va amener effectivement Patrick à vous répondre sur le sujet notamment de l'Espagne ou autre, c'est que l'objet de notre rapport était de voir dans l'état actuel des choses quelles étaient nos failles, entre guillemets, ou nos faiblesses ou nos forces sur l'équipement tel qu'il existe, sur les aspects technologiques. Il n'était pas, et d'ailleurs c'est pas ce que nous avons cherché à faire, bien sûr. Les gens que nous avons auditionnés nous répondaient sous l'angle justement de ces impacts technologiques. En aucun cas, notre rapport visait à essayer d'esquisser en quelque sorte des prévisions sur l'évolution du marché futur et l'évolution des prix de l'électricité future. Donc, par rapport à votre question sur l'Espagne, il y a des aspects techniques sur lesquels Patrick pourra revenir, mais sur l'aspect prix en tant que tel, ce n'était pas l'objet de notre rapport. Oui, merci Joël. Alors, pour essayer peut-être de répondre de façon globale, parce que les questions finalement se ressemblent quelque part, c'est les questions de pilotage et de gouvernance finalement de la gestion énergétique. Le constat qu'on a pu faire dans les différentes auditions, c'est qu'on avait à la fois une problématique de vision qui devait être finalement très très haute, voire européenne,
parce qu'il y a des incidences de tarifs, mais aussi de gestion. Ce qui s'est passé en Espagne, même si, encore une fois, on n'a pas le rapport final. Aujourd'hui, la cause principale serait justement un problème d'équilibrage entre les énergies solaires et le réseau, qui a fait qu'à un moment donné, les choses se sont écroulées et ont pu être rattrapées au niveau français, mais de façon assez limite. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu, si il n'y avait pas eu une réactivité forte des équipes d'EDF, faire en sorte que ce blackout, il s'étendent beaucoup plus loin que sur la péninsule ibérique. Donc l'importance du travail en commun, mais aussi de la réflexion en commun, des équilibres sur ces énergies. Parce qu'il y a donc effectivement des problématiques techniques qu'il faut pouvoir gérer si donc on a trop d'énergie, trop de production d'énergie photovoltaïque par rapport à d'autres types de production qui sont des productions plus classiques. Mais en même temps, moi j'entends la question sur la région, notamment avec les évolutions qui se font et l'arrivée probable, dans quelques années, des SMR. Puisque, en fait, le principe de la production décentralisée par ce type d'ouvrage va faire que il va falloir, à plus petite échelle, là aussi, avoir une réflexion d'équilibrage, une réflexion sur les réseaux, qui sera importante, pour faire en sorte que ça marche. C'était déjà le cas avec les unités de production de parcs photovoltaïques ou éoliens. Aujourd'hui, on a un impact très local, finalement, sur le réseau pour faire en sorte d'intégrer ces réseaux. D'où cette nécessité, finalement, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un pilotage, que ce pilotage y soit sur une vision la plus longue possible, mais que la mise à jour de toutes ces choses-là puisse se faire au fil de l'eau en fonction de l'évolution qu'on peut connaître, notamment avec les nouveaux outils de production. Les SMR aujourd'hui, on a vu un certain nombre de start-up qui sont dans des développements divers. Il y en a notamment sur exclusivement les réseaux de chaleur, donc ça, c'est quand même de l'énergie pas électrique, donc là qui n'ont pas forcément d'incidence sur les réseaux, mais qui sont très avancés en termes de recherche et même de mise en service. Dès lors qu'on aura donc d'autres types d'unités de production, il faudra mesurer donc les conséquences sur toute la chaîne. Et tout ça ne pourra pas se faire de toute façon en oubliant certains échelons, notamment l'échelon régional. Donc, ma réponse est un peu une réponse de Normand. Non, le Normand n'est pas hésitant. Pascal me confirmera, il est simplement prudent. Mais voilà, donc je ne peux pas faire une autre réponse. Et ça fait vraiment partie d'une des recommandations que l'on a faites, c'est cette volonté à ce que, globalement, ces sujets sur l'énergie soient des sujets qui soient analysés et discutés, débattus au fil de l'eau, pour éviter, en fait, finalement, que si on n'avait pas cette précaution-là, on soit piégé par la technologie. Et qu'au bout du compte, à un moment donné, on n'ait plus le choix politique, en fait, de ce qui va se passer dans le monde de l'énergie, mais que ce soit la technologie qui s'impose au choix politique. On n'a pas parlé des énergies marines renouvelables, donc je ne voudrais pas que le sénateur de Cherbourg m'en veuille lorsqu'on sera dans le même wagon, éventuellement au retour vers la Normandie, encore que pour aller jusqu'à Cherbourg, ça va demander encore un petit...
Oui, voilà, c'est ça, on s'arrête à Caen. Bon, plus sérieusement, effectivement, ça fait partie des nouvelles filières qui ne sont pas encore à l'état complètement mature, hein, comme vous le savez, et dont on n'a pas... puisque l'objet du rapport, c'est les impacts technologiques, notamment sur le réseau, dont on n'est pas capable de mesurer l'ampleur. Bon, cela dit, par rapport à une tranche de centrale nucléaire, par exemple, on peut penser que si on peut absorber une tranche de centrale nucléaire dans le réseau, on peut aussi absorber un certain nombre de productions d'énergie marine renouvelable. Mais de la même façon que les SMR, n'ont pas a priori de conséquences particulières sur le réseau, puisque, comme l'a dit Patrick, l'utilisation qui serait la plus optimale, ce serait de les utiliser pour produire de l'électricité de manière décentralisée sur un site industriel ou pour produire directement de la chaleur, comme le font par exemple, vont le faire prochainement les Finlandais, qui ont lancé, je ne sais plus dans quelle ville, un appel d'offres pour trouver installer concrètement un SMR pour un réseau de chaleur urbain. Je voulais en revanche revenir quelques instants sur le sujet du prix de l'électricité. Parce que ça, c'est un des points que j'ai vraiment découvert, moi, en travaillant sur ce rapport avec Patrick, c'est à quel point, quand on parle de prix d'électricité, on ne parle pas toujours de la même chose. Parce que vous avez le prix d'électricité produite et puis le prix d'électricité finale. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs d'où la recommandation que nous avons, d'imposer aux producteurs d'électricité qu'on prenne en compte, en quelque sorte, dans leur rémunération d'une manière ou d'une autre, les coûts que vont générer tel ou tel type de production d'électricité sur le réseau. Puisque, par exemple, dès lors que vous installez une énergie intermittente, ce n'est pas un défaut forcément, mais ça a beaucoup de qualité, mais ça a aussi tout de même un inconvénient, c'est que vous devez répercuter cette intermittence sur le réseau et donc la corriger. Et on la corrige en installant un certain nombre d'investissements, notamment des onduleurs, enfin toutes sortes de choses, des batteries ou autres. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc il faut que ce prix-là soit répercuté sur le prix annoncé de l'électricité, plutôt que, comme on le fait parfois, effectivement annoncer un prix de producteur, en oubliant que, par exemple, RTE et Enedis, pour sécuriser nos réseaux, à la fois le réseau avec RTE, le réseau principal, et puis en quelque sorte le réseau final avec Enedis, c'est 100 milliards d'investissements chacun. C'est d'ailleurs un rapport de l'OPEX qui l'a mis en exergue, rapport Fugy et Salmon, hein, je crois, qui a mis en exergue cet élément, donc qui va de toute façon être répercuté sur le prix de l'électricité finale, puisque, comme vous le savez, un tiers de notre facture, ça correspond à le fameux TURP, là, qui est en fait, ce tiers-là correspond au prix de sécurisation, enfin au coût des réseaux. Parce que, évidemment, si on raisonne, vous parliez de l'Espagne, si on raisonne de photovoltaïque pur, du photovoltaïque terrestre avec du panneau, la plupart du temps, dont les prix sont effondrés compte tenu de la surproduction chinoise, ça revient très très peu cher. Mais il faut intégrer les coûts de sécurisation du réseau, encore une fois, avec la spécificité qu'ont les Espagnols ou les Allemands, c'est que, et c'est la grande différence avec la France qui nous amène à une de nos recommandations sur la durée de vie de nos réacteurs, c'est que moduler avec une centrale à gaz, c'est extrêmement facile. Vous coupez le gaz et votre centrale ne vous coûte rien quand vous fermez la porte. Une centrale nucléaire, si vous la modulez et que vous la faites baisser de, par exemple, 30% de sa capacité de production, vous avez les mêmes coûts fixes et vous n'avez pas les mêmes revenus, indépendamment des risques d'usure de votre réacteur. Enfin, je le dis avec mes mots, hein, c'est pas techniquement parlant, c'est peut-être pas complètement ça, mais c'est l'idée. C'est que, effectivement, notre spécificité par rapport à nos voisins européens, c'est que nous modulons, nous, pour la stabilité du réseau, il faut qu'il y ait de toute façon en permanence une certaine quantité d'électricité qui va sur le réseau et qui est produite par ce qu'on appelle des machines tournantes. C'est-à-dire des turbines, enfin ce qu'ils appellent les machines tournantes. Voilà, et donc cet équilibrage dont parlait Patrick, et c'est ce qui s'est passé en Espagne. Et donc il faut veiller en permanence à cet équilibre qui, effectivement, engendre une difficulté en quelque sorte particulière liée au fait qu'un parc nucléaire n'est pas fait pour moduler exagérément. Il peut moduler un peu, ça a été prévu, mais jusqu'à un certain point. D'où les interrogations qui existent aujourd'hui et qui ont justifié ce rapport demandé par le PDG d'EDF. Merci. Je donne la parole à Didier Mandali. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je te donne un peu. Je voudrais tout d'abord remercier les rapporteurs, et notamment mon collègue et néanmoins ami Patrick Chaise, le président Chaise, bien connu dans cette commission. Moi, je voudrais simplement, pour rebondir sur la question de Hervé Gillet et apporter un complément, rappeler simplement que dans le cadre de la loi climat-résilience, nous avons voté
la création des comités régionaux de l'énergie, qui rassemblent l'État et la région. Et que ce comité régional de l'énergie a justement pour vocation, si tant est qu'ils se réunissent, donc c'est sans doute très variable d'une région à l'autre, à justement anticiper, définir les besoins, à la fois bien sûr industriels, des particuliers, etc., etc. Et de voir si les moyens correspondent. Et puis dans un texte qui a suivi, sur le texte accélération, dite loi APER, accélération des énergies renouvelables, nous avons également instauré, même si ce n'était pas la position de la Commission au départ, des zones d'accélération des énergies renouvelables à la main de chacun des maires de chaque collectivité, de chaque mairie de France, voire avec une délégation à l'intercommunalité. Et que ces zones, elles devaient être bien sûr quantifiées, agglomérées, remontées au préfet, qui lui-même devait remonter au comité régional de l'énergie pour voir si tout cela était cohérent au niveau de la région et de ses besoins. Donc je ne doute pas que ce soit d'ores et déjà mis en place conformément à ce que indiquait la loi dans toutes les régions de France de façon vertueuse et légitime. Donc, mais en tout cas, la structure juridique où les éléments à la fois au travers de climat résilience et de la loi d'accélération existent pour quantifier les besoins et voir si la production locale, entre guillemets, de quelque source qu'elle soit, puisse y répondre. Donc voilà, je voulais simplement rappeler ces éléments-là pour compléter à la fois les réponses et puis répondre à la question d'Hervé. Je vais donner la parole à Sébastien Fagnin et puis après je redonne la parole à nos intervenants parce que le ministre est là pour l'ordre du jour suivant. Merci Monsieur le Président, merci à nos deux collègues pour la présentation de leur rapport. C'est une remarque qui n'appelle pas nécessairement de réponse, mais qui justement nous permet d'ouvrir aussi quelques perspectives liées aux travaux de notre propre commission, qui fait écho à la recommandation numéro 6, entre autres choses, mais aussi à ce que nos collègues Hervé Gillet et Didier Mandelli viennent d'évoquer, c'est l'acceptation par nos concitoyens de ces infrastructures. Et je pense notamment au SMR, dont tu parlais tout à l'heure, Joël, à juste titre, parce que c'est une révolution copernicienne pour nous en matière d'aménagement énergétique du territoire, que d'avoir des unités de production nucléaire qui soient sur un maillage plus large que sur les grandes unités que nous connaissons aujourd'hui sur les SNB classiques dont nous avons l'habitude. Et c'est un chantier complexe, moi je le dis d'autant plus humblement que nous y sommes confrontés quasi quotidiennement dans le département de la Manche qui concentre de nombreuses industries énergétiques stratégiques pour notre pays, avec un désir de participation qui n'est pas celui d'une opposition farouche au développement de ces infrastructures énergétiques, mais qui est malgré tout une volonté de changement de paradigme dans la façon dont on aménage le territoire avec ces infrastructures, et notamment rompre avec la verticalité que nous avons pu connaître, notamment dans les années 70-80, lors des grands programmes. Et c'est un sujet particulièrement sensible et stratégique que de rappeler aussi la matérialité de ces infrastructures, mais aussi pour les réseaux, comme cela a été évoqué par plusieurs collègues. Et cela nous permet aussi de prendre en compte la résilience de nos infrastructures d'approvisionnement énergétique dans le contexte géopolitique que nous connaissons, que d'avoir des unités de production décentralisées permettant de pouvoir réamorcer la production énergétique en cas d'action malveillante notamment. Nous savons que nous ne sommes pas à l'abri de cela, et d'avoir ces éclairages à travers le rapport que vous avez commis est particulièrement précieux. Merci, je vais donner la parole pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je veux remercier le Président Mandelli de ses observations pertinentes, comme toujours, pour lui rendre la monnaie. Moi, je voudrais juste vous donner un point quand même qui m'a semblé important dans nos études et qui démontre en fait toute la problématique. Le mois de mai 2025, 29 jours ont été en prix négatif de l'électricité. Et tout ça dû, en fait, à de la production, et production excédentaire d'énergie solaire. Voilà. Ça doit nous faire réfléchir. Donc il y a quelque chose qu'il faut effectivement recalibrer. Et je pense vraiment que c'est tout le sens. S'il y a une des recommandations auxquelles je tiens, mais je sais que c'est partagé par Joël, c'est vraiment le fait de dire qu'il faut qu'on puisse
nous, parlementaires, suivre ces questions de façon régulière, de façon annuelle, de façon aussi à pouvoir intégrer toutes ces questions d'intégration sociétale des nouvelles technologies et faire en sorte qu'on ne soit pas, donc on ne subisse pas finalement la technologie trop tard. Voilà. Donc vraiment, je vous demande de partager cette vision-là et je pense que quand on voit la difficulté qu'on a pour justement faire en sorte que la PPE puisse nous arriver, il faut qu'on soit vraiment fort et unis pour pouvoir donc faire passer cette conclusion. En tout cas, merci Monsieur le Président de votre invitation. J'espère qu'on a pu utilement vous éclairer ce matin et je vous souhaite bonne continuation dans vos travaux. Merci, chers collègues, merci Patrick, merci au député Joël Bruno pour vos interventions qui, effectivement, nous ont donné un certain nombre d'éclairages. Et merci pour le travail réalisé. Bonne journée à vous deux. Merci à vous. Bien.